On revient donc sur le sujet du Zimbabwe. Alors, Adam Adjono, vous disiez qu'il faut encadrer... Oui, il faudrait encadrer, disons, ce que j'allais même exprimer par rapport à cette idée-là, c'était pour dire de faire un truc, disons, comme chez nous, comme Yac sait bien le faire, c'est de ne pas laisser, parce que nous sommes quand même dans un état de droit où on ne peut pas autoriser ce genre de désordre. Ce sont des désordres, parce que si on laisse faire, toujours est-il que ce pays-là va encore connaître... des victimes, des morts, parce que vous n'êtes pas sans savoir que après les élections ou pendant les élections, pour des attroupements, voilà, on a connu des morts. Et si jamais le président nouvellement élu laissait faire, il ne faudrait pas quand même après ces élections qu'on continue pas à compter par derrière lui des morts. C'est un peu mais tôt. Le laisser faire, là, c'est-à-dire si on veut empêcher cette réunion, on l'empêche avant même les attroupements. On l'empêche à la source. On l'empêche à la source. C'est-à-dire on empêche l'attroupement, le rassemblement n'aura pas lieu. Et on éviterait que les gens fassent des attroupements pour qu'on connaisse des victimes de surplus. Ou on peut aussi laisser faire comme au Kenya. On a laissé faire et puis il n'y a rien eu comme... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Laisser faire, c'est quand même, disons... l'État n'a pas, disons, la plénitude de sa suprématie sur le territoire. C'est pas possible. Il faudrait quand même démontrer à l'opposition que, quoi qu'il en soit, il y a cette autorité-là qui est toujours là et on ne va pas quand même laisser le désordre s'installer. Non, en réalité, d'abord, moi je l'ai dit, ils sont hors la loi s'ils veulent faire cette déclaration ou investiture. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre aussi de vue, c'est que la foule est difficile à contrôler. Donc, quand vous laissez la foule vous dicter la loi, après vous avoir investi, c'est la foule, la foule va vous dire, mais écoutez, maintenant allons à la présidence, vous allez prendre la présidence, vous allez prendre le palais. Et vous-même, vous allez rester dans une voiture derrière, prêt à courir au premier jet de gaz lacrymogène, mais il y a des innocents qui vont quand même, d'une façon naïve, marcher sur une présidence. Mais dans aucun pays du monde, aucun garde présidentiel ne va accepter que la foule vienne marcher sur le palais. C'est difficile. Donc, ce serait mettre la sécurité de ces citoyens-là en jeu que continuer par faire de ces activités d'investiture illégitimes en réalité. Ça veut dire qu'il faut empêcher, c'est-à-dire le pouvoir doit empêcher... Il faudrait que le pouvoir rappelle à l'ordre ceux qui veulent organiser cette manifestation. Ensuite, quand il va se faire investir, il va rester dans quel palais? Il va être accompagné par quelle armée ou force de sécurité? Il va diriger quelle institution? Il va donner l'ordre à qui? Donc c'est de l'amusement. C'est de l'amusement, c'est une sorte de comédie ou du cinéma. Il faudrait plutôt penser à autre chose. Nous avons gagné les élections. Nous en avons les preuves. Voilà. Bon, maintenant, trouvons un terrain d'entente. Allez vers les institutions sous-régionales ou continentales et puis demander peut-être qu'il y ait un dialogue ou peut-être qu'il y ait un partage de pouvoir pour fassiez pour un gouvernement. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut avoir aussi au moins un peu fait écorcher le rapport de force. Non, pas forcément. Si on a tout le rapport de force du côté de Mnangagwa, oui, justement, qui a déjà formé son gouvernement, qui est déjà en train de ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut faire une manifestation qui va dégénérer, il y aura des morts. Comment on peut ouvrir un dialogue s'il n'y a rien, s'il n'y a aucune situation qui contraint le pouvoir en place? Je vous donne le cas du Togo ou du Bénin. L'opposition n'a même pas besoin d'attendre qu'il y ait une manifestation qui dégénère d'abord, avant d'écrire, par exemple, pour demander qu'il y ait des discussions sur tel ou tel sujet, parce qu'on voit le mal venir de loin. Et en réalité, gouverner, c'est prévoir. Que ce soit au niveau de ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition, il faut déjà prévenir et prévoir. Il faudra éviter au maximum les problèmes. Donc je pense que même celui qui veut s'investir aujourd'hui devant la rue, ou bien on ne s'investit pas dans la rue, on s'investit dans des lieux conventionnels, dans les lieux publics. Et on s'investit en présence d'autres présidents
ou représentants de pays. Si, les États-Unis, ils font leur investissement. Il n'y a pas de dirigeants étrangers. Ils font leur investissement. C'est en Afrique qu'on aime s'accommoder de ces choses. Ils le font. On ramène un parterre de chefs d'État et on dit, bon, on s'est fait investir. Oui, mais les États-Unis ne perdent pas de l'argent pour ça. Mais dès qu'ils finissent leurs élections, tous les présidents africains sont les premiers à leur envoyer les lettres de félicitations. Oui, en fait, ils n'en ont même pas besoin. La lettre de félicitations, en réalité... Ils n'ont pas besoin de recevoir des lettres de félicitations. Mais ils reçoivent quand même. Ils ont été élus par leur peuple et c'est le plus important. Ils ont été élus par le peuple. En Afrique, où on estime que la communauté internationale a salué et puis c'est devenu gage d'élection. Je suis d'accord avec toi sur un certain nombre de points, en partie, donc je veux dire. Puisque les présidents africains qui ont besoin effectivement de ces lettres-là, d'autres présidents, c'est qu'eux-mêmes, ils se reprochent des choses. Toi-même, tu sais que les élections ne sont pas claires. Et je voudrais dire quelque chose ici, c'est que en réalité, ce n'est pas seulement le parti au pouvoir qui fait les fraudes. Bon, les fraudes, c'est de partout. L'opposition aussi fait des fraudes. L'ampleur, on sait à qui ça l'opposition fait aussi des fraudes. Oui. Prenez des bureaux de vote en Afrique, d'une façon générale, où il y a même des représentants du parti, des partis de l'opposition, où à la fin du vote, vous n'avez même pas un seul bulletin de voter pour l'opposition. Et par contre, dans d'autres quartiers aussi, il y a des représentants des partis au pouvoir. À la fin du vote, il n'y a même pas un seul bulletin de voter pour le parti au pouvoir. Donc la fraude, c'est que ceux qui sont au pouvoir ont plus de moyens, les armes, l'argent, les institutions, et ils arrivent à faire la fraude à un niveau plus élevé que l'opposition. Mais l'opposition aussi, dès qu'elle trouve les moyens, elle fait les fraudes. On est d'accord que cette fraude-là n'est pas seulement vue du côté du parti au pouvoir, mais ce qui est évident, c'est que pour la plupart des cas, c'est quand le sortant ou celui qui gagne les élections, on a tendance à dire que cette fraude-là, l'ont profité. Voilà pourquoi il a gagné. Donc, on essaie donc de voiler un temps soit peu la fraude de l'autre côté. Normalement, tous les camps devraient éviter les fraudes. On est d'accord. Mais ce qu'il faut relever, vous savez, cette attitude des oppositions, surtout africaines, parce que ça, ce n'est pas propre seulement à ce pays-là. Pratiquement, cela tend à être érigé en règle dans nos pays qui ont, disons, une culture démocratique. On a l'impression d'avoir quand même aussi des oppositions qui sont permanemment dans la campagne. C'est-à-dire, la campagne est finie, les résultats sont donnés. Au lieu de passer à autre chose pour préparer les prochains scrutins, ils sont continuellement accrochés aux scrutins qui viennent. Oui, en réalité, il y a certaines oppositions qui, par exemple, en évoquant ce cas-là, parce que le président a organisé, par exemple, son gouvernement, il y a déjà le gouvernement qui est mis en place. Et ce gouvernement-là, je ne crois pas ce gouvernement-là a tenu compte des aspirations de l'opposition, ou du moins s'il y a eu une collaboration de l'opposition, non. Donc, quelque part, il y a ces oppositions-là qui aiment réagir de cette façon-là pour attirer l'attention du pouvoir que nous sommes là. Tout à fait. Il faudrait quand même compter avec eux. C'est les noms dits des fois de ces réactions-là. Et en réalité, ils savent qu'en s'engageant sur cette pente-là, ça ne donnera rien au bout du compte. Mais il faut le faire quand même pour attirer l'attention de celui qui gouverne, que voilà, il faut toujours compter avec nous. Et donc les appeler à une table pour qu'on puisse voir comment on peut faire le partage du pouvoir. Alors, il y a aussi peut-être une déclaration qui n'arrange pas l'opposition au Zimbabwe. C'est celle de Robert Mugabe. On se rappelle qu'avant les élections, Robert Mugabe avait appelé à ne pas voter pour le candidat de la ZANU-PF, son propre parti. Mais là, Robert Mugabe, qui participait à des obsèques, a déclaré « Mnangagwa est vainqueur ». On ne peut pas le nier. S'il le dit... C'est ça, le problème, c'est que... Il a enfoncé le clou, c'est fini. En toute réalité, Mugabe n'a pas sa langue dans la poche. Et il a dit ce qu'il pensait effectivement des élections à venir. Et après les élections, il a pu dire également, écoutez, en se fondant sur certains critères ou certains éléments, que l'autre a gagné. Et le mal en Afrique, c'est qu'on n'aime pas reconnaître que l'autre a gagné. Et ça, ce n'est pas digne parce qu'en réalité... Bon, il y a des pays qui font exception. Oui. Non, quelques rares exceptions. Oui, et va voir des fois qu'il y a déjà eu des négociations. En avant, on dit, écoutez, si tu gagnes, si je gagne aussi, donc on se précipite pour lancer ça. Il y a des cas aussi où, si l'autre candidat ne dit pas, je le reconnais comme vainqueur,
les militants risquent de sortir et il y aura peut-être aussi encore des morts et des problèmes. Donc, le candidat se précipite de dire je le reconnais. Donc, votre chef dit il le reconnaît. Donc, il n'y a plus matière à faire préalable. Donc, aujourd'hui, il est très important que ce soit l'opposition comme le parti au pouvoir. Si vous avez gagné les élections, ben, écoutez, essayez d'attendre que ce soit les institutions qui proclament votre victoire. Et maintenant, si vous n'avez pas gagné les élections, ayez le courage de reconnaître que l'autre a gagné. Maintenant, si vous avez des éléments vous-même pour faire votre compilation, ce qui devrait être le cas, si vous êtes capable de payer la caution pour aller aux élections, vous devez être capable aussi d'avoir les moyens pour faire votre propre compilation. Si on fait une élection présidentielle, normalement à 22 heures du pays, vous devez être capable d'avoir les premiers éléments de résultats. Mais il y a aussi une question qui m'est venue tout à l'heure à l'esprit. Est-ce que on peut parler d'investiture sans que ce président le fasse devant, disons, une institution crédible comme la Cour constitutionnelle? Parce que chez nous, nous savions que lorsqu'il y a investiture, c'est toujours devant cette cour-là qui vous donne l'option. En fait, c'est vrai que le peuple vous a donné donc l'approbation de diriger le pays, mais est-ce que devant... La Cour vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions. Mais lui, il le fera devant quelle donc, institution? Même dans la chefferie traditionnelle, le chef ne se met pas la couronne sur la tête. Non. Il y a ceux qu'on appelle les fiotors, c'est-à-dire ceux qui doivent être désignés comme chef. Quand même, le trône te revient par héritage pour la plupart du temps, sauf que maintenant, la chefferie a vraiment un problème parce que les chefs sont devenus pratiquement, excusez-moi, les chefs que je respecte beaucoup, bon, on a tendance à croire que les chefs sont devenus des valets des préfets. Les préfets donnent des ordres aux chefs traditionnels, ce qui n'est pas normal. Et chez nous, à côté, juste là, au Ghana, mais vous avez quand même le respect que même le président de la République accorde à la chefferie traditionnelle. Aujourd'hui, avec les questions de reconnaissance officielle, bon, il y a du désordre. Même qui sont laissés embarquer dans oui, il y a ça. C'est parce que la chefferie, à un moment, ne marchait plus tellement et on avait beaucoup de chefs qui souffraient, des chefs qu'on retrouvait pratiquement dans les champs en train de cultiver, alors qu'il y avait aussi des choses à accomplir en tant que responsable de la localité. Maintenant, avec la reconnaissance officielle, bon, vous avez quand même certains avantages. Mais ils sont aussi devenus des valets du pouvoir. Oui, ils réagissent comme des gens qui sont sous les ordres du préfet, par exemple. Alors qu'ils devraient être les collaborateurs ou bien presque des conseillers du préfet. Non, attendez. Dans leur milieu, c'est l'autorité morale. Dans mon village, si vous faites ça, ce n'est pas bon. Il faudrait mieux faire ceci. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même un travail qui est fait et on les salue. On les encourage à aller jusqu'au bout. De sujet, on va aller maintenant au Ghana. Le Ghana, de nombreux Ghanéens en deuil ont rendu hommage mardi à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'un des fils les plus célèbres de ce pays d'Afrique de l'Ouest, se présentant devant son cercueil exposé à Accra. Le corps du diplomate a été rapatrié de Suisse où il résidait avant les funérailles nationales et l'enterrement privé qui se dérouleront jeudi dans la capitale ghanéenne. Première personnalité d'Afrique subsaharienne à avoir dirigé l'instance internationale et lauréat du prix Nobel de la paix en 2001. Kofi Annan est décédé à l'âge de 80 ans le 18 août après une courte maladie. Alors, le Ghana, Adam Adjornou, dans la ferveur des hommages à Kofi Annan. D'abord, est-ce qu'il faut dire que c'est une personnalité très aimée chez lui ou simplement c'est parce que c'est le Ghanéen qui a occupé de très hautes fonctions? Non, je pense qu'on ne le dira pas ainsi. Vous savez, la personnalité de Kofi Annan aujourd'hui n'est pas seulement liée à ses origines, disons, ghanéennes, mais il faut reconnaître que vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est la toute première personnalité de l'Afrique subsaharienne à pouvoir diriger une institution, que soit l'ONU. Mais au-delà de tout, vous savez, Kofi Annan a, disons, pendant son magistère, a fait beaucoup pour l'Afrique en matière de maintien de la paix, ce qui l'a même, au-delà de l'Afrique, de par le monde, ce qui lui a même valu ce prix Nobel-là. Mais au-delà de tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est demain. Demain, vous verrez, par exemple, l'affluence qu'il y aura, par exemple, au Ghana, concernant les chefs d'État africains. Je pense que tout le monde fera le déplacement. Et au-delà de ça, c'est une personnalité qui n'est pas seulement, disons, il ne faut pas voir en Kofi Annan seulement la personnalité sa personnalité ou ses origines
ghanéen, mais il faut aller au-delà parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus accroché l'Afrique tout entière et il mérite quand même d'être salué sur le plan continental que, disons, sur le plan ghanéen. Vivien Toby, Kofi Annan, c'est le patriarche ghanéen qui s'en est allé? C'est le patriarche ghanéen, c'est l'autre Mandela. C'est l'autre Mandela. 40 ans de carrière dans les institutions internationales avec le parachèvement au niveau de l'ONU, secrétaire général de l'ONU qui a marqué quand même son temps avec ses problèmes de guerre un peu partout pendant qu'il était secrétaire général. Mais Kofi Annan, c'est également l'homme modèle pour l'Afrique. Les jeunes s'inspirent de sa carrière, de son travail, et amenant l'Institut de la fondation de Kofi Annan, qui forme en matière d'observation, par exemple, des élections, qui donne les notions. Et Kofi Annan a fait beaucoup pour son continent, pour ne pas dire pour le monde entier, parce que c'était quand même l'un des rares Africains à être au devant de la scène. Vous savez, quand je voyais hier Gilbert Wungbo à côté du directeur de la FAO, j'étais très fier. Je dis, ouais, ça c'est mon frère qui est là-bas, à côté juste. Et les Africains se retrouvaient en lui, Kofi Annan. C'est l'un des noms que presque tous les Blancs connaissent. C'est comme le nom de l'autre secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, que tout le monde connaît pratiquement aussi. Donc Kofi Annan a marqué son temps et puis a laissé aussi une sorte d'école de la diplomatie. Et l'homme lui-même, au niveau de son pays, était bien aimé. Et vous savez, il fait partie également de cette génération d'intellectuels africains qui, de loin, ont œuvré pour le développement de leur pays et des autres pays africains. Ce qu'il voulait, ce n'est pas de devenir président de la République du Ghana, c'était que le Ghana marche, que l'Afrique avance. Parce qu'après sa carrière aux Nations Unies, je ne suis pas sûr que s'il déposait sa candidature, les Ghanéens n'allaient pas le lire. Les Ghanéens allaient le choisir. C'est pas très sûr aussi. Oui, c'est possible. Est-ce qu'il est connu au Ghana? C'est ça aussi une question. Non, Kofi Annan... Kofi Annan a quitté très tôt le Ghana. Mais son nom fait que tous les Ghanéens... Regardez... Pour se faire élire président, il faut une base. Il n'a pas cette base-là. S'il voulait devenir président, il allait prendre les dispositions pour revenir, faire sa campagne, convaincre. Prenez les chansons des jeunes rappeurs ghanéens, vous allez retrouver Kofi Annan dans beaucoup de chansons. Parce que ce n'est pas parce qu'il est mort que les gens chantent son nom aujourd'hui. Pas du tout. Les Ghanéens, il y a des chansons Kofi Annan, ça revient souvent. Et la jeunesse se retrouve en Kofi Annan comme une sorte d'école. Nous avons Kofi Annan et d'autres rares personnes que nous pouvons appeler les références, les patriarches, les Africains qui ont quand même vanté le nom de leur continent. Donc je l'appelle l'autre Mandela qui vient de nous quitter. Mais chacun a des défauts. Et Kofi Annan aussi en avait, comme Mandela d'ailleurs. Mandela n'a pas commencé tout de suite par la paix. Il a commencé par la guerre d'abord, avant finalement de devenir homme de la paix. Donc c'est le moment de saluer sa mémoire. Oui. Tout à fait. Mais ce qui aussi il faut retenir, c'est que Kofi Annan, disons, c'est un idole pour la plupart des cadres qui aussi émergent aujourd'hui sur le plan international. Parce que vous savez, Kofi Annan, lorsqu'il était donc aux affaires à l'ONU, a touché un certain nombre de problèmes, disons, qui étaient des problèmes où personne, les secrétaires généraux qui sont passés par l'ONU, n'avaient pas ce courage-là de toucher ces problèmes-là. Il les a touchés, il les a affrontés. Même, c'est vrai que pour la plupart du temps, certains, il ne les a pas réussi en tant que tels. Mais le simple fait qu'ils se disent que voilà, ces problèmes-là ne devaient pas rester, disons, inaperçus et que personne n'en touchait, il faudrait quand même réveiller, du moins se poser des bases pour arriver donc à ces résolutions-là. Il a fait au niveau des Nations Unies et il y a donc ces actions-là, ces prouesses-là qui le suivent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du monde entier d'ailleurs même, Kofi Annan est plus célébré plus qu'un président de la République, parce qu'aucun président de la République ghanéenne n'a pas cette célébrité qu'on voit aujourd'hui en Kofi Annan. Donc je me dis que c'est un idole, une référence que pour, disons, ces cadres-là qui veulent... Il faut parler aussi de son côté
bon, de frère, de fraternité. Il était quand même le frère de beaucoup d'Africains. Là, vous prenez le frère et ami. Hein, vous prenez des gens comme Alassane Dramane Ouattara quand il était au FMI, J-Chris Sylvanus Olympio quand il était au FMI, Monsieur Eden Kodjo quand il était secrétaire général de l'OUA. Donc Kofi Annan les prenait comme des frères, presque des jumeaux. Voilà. Donc, et vous savez, quand Yadema, le président togolais, était décédé, Kofi Annan était de ceux qui, d'une façon discrète, il faut le dire aujourd'hui, d'une façon discrète, avaient donné des conseils aux politiciens que malheureusement la majorité n'a pas voulu suivre. Si on avait suivi un peu le plan que Kofi Annan avait pour le conseiller pour le pays, peut-être que on serait quelque part aujourd'hui, parce que lui, effectivement, il a eu cette possibilité d'affronter les difficultés, de rencontrer les problèmes, de connaître les pays et de voir en presque 40 ans de carrière leur fonctionnement. C'est ce qui fait que, bon, très tôt, il a dit, après la mort de Yadema, il nous a dit, mais allez-y doucement, faites les choses comme ça, et ce serait bien. Et les politiciens togolais, pour la majorité, ont dit non, le schéma dur, et ça nous a amené. Surtout, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que moi, j'ai retenu un de ses collaborateurs qui disait que Kofi Annan les a appris, disons, ce que c'est que le prix de l'honnêteté. Je veux citer Fritz Kitcher, c'est un Ghanéen retraité des Nations Unies aujourd'hui, qui dit qu'il a travaillé aux côtés de Kofi Annan et qu'à ses débuts, il lui a enseigné l'humilité, le bénéfice de l'honnêteté et de la détermination en diplomatie. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je me dis que le développement, parce que quand on parle du développement aujourd'hui en Afrique, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont dévancé, mais on ne pourrait pas parler de développement et de démocratie sans parler du Ghana. Donc ces résultats-là sont un peu, disons, le fruit des actions, disons, des conseils. Parce que Kofi Annan, il n'y a pas de président ghanéen qui ne puisse pas côtoyer avec Kofi Annan. Parce que je pense que eux, de ce côté-là, même comme venait de le dire Vivien Tomi, si même en Afrique, c'est vrai que ces conseils n'ont pas été suivis à la lettre ou certains n'ont pas trouvé opportun de pouvoir suivre ces conseils-là. Il y a de l'autre côté au Ghana où les gens ont quand même mis en pratique ces conseils-là. On a vu ce que le Ghana est aujourd'hui. C'est en partie quand même lié, et, disons, à son travail de fond ou dans l'homme qu'il a fait. Est-ce que Vivien Tomi, Kofi Annan, c'est aussi un peu l'Africain qui a réussi à se hisser au plus haut niveau de la diplomatie internationale? L'Africain qui est d'abord un combattant, un battant et un travailleur. L'homme était déterminé et c'est d'abord il s'est imposé par son travail et il avait des talents, des dons qui ont été reconnus par ses pairs au niveau des Nations Unies. Kofi Annan n'a pas commencé par être secrétaire général des Nations Unies. Il était dans le système pendant un long moment. Avant de devenir, c'est mon souhait pour Gilbert Hungo, qui n'a qu'à devenir aussi secrétaire général de l'ONU un jour, et que d'autres Togolais aussi deviennent des responsables des institutions onusiennes au niveau vraiment international, pas seulement au niveau de certains pays. Donc, Kofi Annan a d'abord pu s'imposer par son travail, mais aussi par ses talents, et c'était un diplomate fin. Je vous parlais tout à l'heure de la question de la succession de Yadema dans notre pays. Personne, ou bien la majorité, ne sait pas ce que Kofi Annan avait donné comme conseil. Parce que justement, il ne va pas aller sur les zones pour dire faites ça. Mais il appelait directement, il dit mais attention. Il est maître le travail de couloir. Si vous voulez vraiment que le pays soit apaisé, allez-y comme ça. Vous aussi ne soyez pas pressés. Vous autres, allez, vous êtes trop pressés aussi. Voilà. Donc il a fait ce travail-là en 2005 et je sais de quoi je parle. Malheureusement, que ce soit au Togo comme dans d'autres pays, il n'est pas très bien suivi à chaque fois, puisqu'il n'avait plus la possibilité de s'imposer en tant que premier responsable de l'institution onusienne. Mais aujourd'hui, Kofi Annan laisse cette école-là. Le travail est toujours bien payant et il ne faut pas oublier non plus que Kofi Annan n'a pas eu aussi un parcours facile, mais il a continué, il s'est battu et il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il a ouvert la voie. Vous savez que leur génération n'est pas très loin des générations
où le racisme où l'apartheid continuait par sévir aussi. Donc Kofi Annan, moi je disais dans un test la dernière fois, il fait partie de ceux qui ont ouvert la voie à M. Barack Obama, par exemple. Vous savez, là où se trouve la résidence du secrétaire général des Nations Unies. Donc aujourd'hui, grâce à son passage aux Nations Unies, on a compris que, écoutez, que ce soit les Africains ou les Coréens, n'importe quelle race aussi pouvait avoir cette place, et ça a balisé un peu le chemin pour quelqu'un comme Barack Obama, par exemple, pour prendre la tête des États-Unis. Il faut aussi souligner son rôle pour la paix qui lui a valu d'avoir le prix Nobel de la paix internationale. Oui, nous l'avions dit tout à l'heure, parce que d'ailleurs même, on a évoqué tout à l'heure le cas togolais. Il y a d'autres cas également, que ce soit de partout dans le monde entier, où il y avait des antagonismes liés donc à la question du pouvoir et à la question des intérêts que les Occidentaux, ou du moins c'est les intérêts antagonistes des nations. Il est intervenu sur ces questions-là, et c'est quelqu'un qui n'avait pas, disons, c'était pas, disons, ce diplomate-là de bureau. C'était un diplomate de terrain. Et chaque fois, vous allez voir Kofi Annan aller même sur des terrains les plus hostiles, les plus possibles. Il était donc sur tous les terrains, il affrontait tout ce que, entre-temps, ces personnes ne pouvaient quand même côtoyer. Kofi Annan était sur tous ces terrains-là, et cela lui a valu ce prix-là. D'accord, on va marquer la pause parce que le temps est déjà passé. On marque la pause et puis on regarde le journal et on va revenir après sur la République démocratique du Congo.